Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour. Et vous êtes aussi coordinateur de la France Insoumise. Et à ce titre, eh bien, vous étiez reçu hier avec les autres chefs de parti par Édouard Philippe pour faire le point sur le coronavirus. Et Jean-Luc Mélenchon était là. Et on a vu un Jean-Luc Mélenchon très consensuel qui a exprimé la solidarité, le sang-froid qui s'impose pour affronter le péril. C'est pas habituel. Qu'est-ce qui lui arrive ? Écoutez, c'est tout à fait normal. Nous allons faire face, en toute hypothèse, à un épisode d'épidémie. Et donc le sens de notre présence hier à Matignon, en répondant à l'invitation du Premier ministre, était de signifier que nous serions disponibles pour l'aide et la solidarité qui doit se jouer dans cette période. Là, on dépasse la politique. Je pense que c'est une évidence. La France s'apprête à faire face à un défi et il faut effectivement que les responsables politiques, tout étiquetage confondu, puissent effectivement se serrer les coudes pour pouvoir y faire face. On doit traiter le problème de manière d'abord rationnelle, dire les choses. Et de ce point de vue, effectivement, les services de l'État nous paraissent, pour le moment en tout cas, plutôt bien gérer la crise. Il faut pouvoir s'informer, être réactif, puisque en toute hypothèse, nous allons avoir une situation qui va être évolutive. Et puis, nous avons, pour notre part, insisté sur deux points qui nous paraissent importants. D'abord, évidemment, la situation particulière de l'hôpital public, dont on doit rappeler qu'il vit une crise lourde. Je pense au personnel soignant et non soignant, mobilisé depuis très longtemps. L'hôpital public qui est fragilisé et qui se prend en plus en pleine figure, finalement, le fait de devoir réagir à cet épisode d'épidémie du coronavirus. Donc, nous avons demandé au Premier ministre qu'il s'assure que des moyens humains et matériels immédiats soient fournis à l'hôpital public. Et ensuite, il y a effectivement la question notamment de notre capacité à assurer nos soins avec la présence de médicaments sur le territoire français, parce que vous savez que la France, comme beaucoup de pays européens d'ailleurs, sont dépendants s'agissant des molécules de la Chine. Et donc nous voulons nous assurer effectivement de cette capacité à avoir accès aux médicaments. De ce point de vue d'ailleurs, le ministre de la Santé, Véran, nous a indiqué que sur le territoire européen, il y a en règle générale 4 mois de stock de médicaments. Par contre, le sujet mérite d'être posé effectivement de la relocalisation de la production d'un certain nombre de médicaments. Et nous avons donc profité de l'occasion pour faire une proposition au Premier ministre, qui est celle de constituer un pôle public du médicament. Nous l'avions déjà réclamé par le passé, car dans une situation comme celle-là, on ne peut pas être dépendant des aléas éventuellement de l'étranger et même des laboratoires pharmaceutiques qui parfois théorisent le fait que dans de telles situations, ils peuvent vouloir jouer sur les prix. On ne peut pas en être dépendant. Du coup, il n'y a que Marine Le Pen qui, elle, a répété ces divergences et a dit qu'il faut mieux contrôler, davantage contrôler les frontières. Elle n'a pas dit que ça, elle a même dit qu'il fallait parfois les fermer. En l'occurrence, ce qui a été tout à fait justifié. Non mais regardez, en Italie par exemple, où ils font face effectivement à un épisode qui est un peu en avance par rapport à ce que l'on connaît en France, il n'y a pas eu besoin qu'on ferme des frontières nationales pour qu'on puisse confiner certaines villes. C'est-à-dire que quand il y a typiquement des endroits où il y a des foyers, les services peuvent tout à fait faire en sorte que ces villes soient confinées et donc on contrôle pour le coup les allées et venues à l'échelle même d'une ville. Vous savez, les microbes ne montrent pas leur papier en passant la frontière. Donc les frontières nationales ne sont pas nécessairement les frontières d'une épidémie en l'occurrence. Donc il faut pouvoir traiter tout ça avec raison, être assez réactif. On voit par ailleurs les consignes qui doivent être passées dans le milieu professionnel, sans doute effectivement parfois réduire la vie sociale, mais tout ça se fait en fonction de l'évolution de la situation. On pourrait par exemple confiner en France une région, la région de Crépy-en-Valois, quelque chose comme ça. Matériellement, nous saurions le faire, comme ça se fait actuellement en Italie à l'échelle d'une ville. Mais si vous voulez, qu'il faille sans doute de manière opportune accroître les contrôles, par exemple, pourquoi pas dans les aéroports. Vous savez qu'il y a des accueils médicalisés dans les aéroports, pour faire en sorte effectivement qu'on puisse, quand il y a des personnes qui ont des symptômes et qui arrivent sur le territoire, avoir les contrôles nécessaires. En toute hypothèse, ce qu'il faut faire effectivement, c'est traiter le problème avec raison, rappeler aussi effectivement le caractère contagieux de l'épidémie, donc à des réflexes qui sont des réflexes de bon sens. On parle du lavage de mains, de ne pas être en proximité de gens qui ont des symptômes. Après, pour le reste, rappelez tout de même que s'il y a une forte contagion, 80% des cas, en réalité, sont des cas qui vont de l'absence de symptômes à une grosse grippe. Et il y a une petite minorité de cas, en effet, qui nécessitent une surveillance accrue. Donc, il faut traiter le problème avec raison. Et pour cela, effectivement, l'ensemble des Françaises et des Français doivent avoir aussi un certain nombre de réflexes. Par exemple, il y en a un qui nous a été rappelé hier, c'est d'éviter, par exemple, d'appeler le 15 pour ce type de cas, parce qu'il faut pouvoir réserver le 15 aux situations d'urgence absolue. Il y a un numéro vert qui a été transmis pour le coronavirus, donc il faut passer par ce canal-là. Ils reçoivent d'ailleurs beaucoup d'appels. On passe aux retraites. La guerre de tranchées continue à l'Assemblée avec les amendements, notamment de la France Insoumise. 3 articles seulement ont pu être débattus sur 65. Alors on dit, c'est vous qui faites de l'obstruction, c'est de l'insurrection en chambre. Et résultat, il n'y a pas de débat sur le fond.
D'abord, c'est faux qu'il n'y a pas de débat sur le fond. Vous savez, quand vous reproduisez des dizaines de fois le même amendement sur, sur un mot, sur un alinéa... Disons les choses très franchement, parce que c'est entendu une fois pour toutes. Vous me donnez l'occasion de faire cette clarification. Même quand nous remplaçons un mot, une virgule, nous ne venons pas, vous l'imaginez bien, à la tribune de l'Assemblée ou au micro pour dire pourquoi nous déplaçons la virgule ou changeons le mot. Le droit d'amendement est un droit du parlementaire. Mais du coup, il n'y a pas de débat sur le fond. Si, vous avez tort, je vous assure. Il y a énormément, d'ailleurs, il y a quasiment que du débat sur le fond. Si vous regardez ce qu'on publie régulièrement, parce qu'on donne à voir les débats à l'Assemblée, même quand un amendement est un amendement de pure forme, il est une occasion de prendre la parole sur le fond, d'avoir des débats qui sont très argumentés, pointus même pour tout vous dire, et qui, je le crois, font avancer le débat. Enfin, depuis 10 jours de débat à l'Assemblée nationale, nous avons, grâce à nos répétitions argumentées, pu faire valoir le fait que les agriculteurs à qui l'on promettait 1 000 € de retraite par mois n'en verront pas la couleur, puisque en réalité près de 40% d'entre eux sont exclus du dispositif, que la valeur du point n'offrait aucune garantie sur le niveau des pensions, parce que précisément le niveau des pensions sera une variable d'ajustement, que l'index sur lequel allait se faire le calcul de la valeur du point n'existait pas encore, un indice qu'il va falloir créer. Donc vous voyez, on peut parler d'obstruction parlementaire, mais en réalité, s'il s'agissait d'obstruction, Gérard Leclerc, franchement, on ne serait pas à la hauteur. Les grandes heures de l'obstruction parlementaire à l'Assemblée nationale, vous le savez sans doute, vous observez la vie politique depuis longtemps, c'est pas 41 000 amendements de tous les groupes confondus. Quand on a privatisé GDF, il y a eu 130 000 amendements. C'est vrai. Quand on a discuté de la privatisation de TF1, ça a été 2 mois de débat. Alors pourquoi faudrait-il restreindre, s'il vous plaît, à 3 semaines un débat sur un projet de loi qui vient littéralement chambouler de fond en comble notre système de retraite? L'obstruction vient d'un seul fait, c'est du calendrier extrêmement contraint. Et moi, comme parlementaire de l'opposition avec mes collègues de la France Insoumise, je ne suis pas là pour finalement surseoir au désir calendaire du président de la République. Ce qui veut dire que si le gouvernement dégaine le 49.3, ce qu'il va faire, vous ferez une motion de censure, bien sûr. De toute évidence, parce que le 49.3, ce serait une violence de plus. C'est le LBD. Ça existe dans la Constitution. Oui, mais alors, 88 fois, Gérard Leclerc, notamment par des gouvernements de gauche. Gérard Leclerc, arrêtons-nous un instant. Le 49.3 n'est pas un outil qui vise à museler l'opposition, ni même à faire en sorte d'accélérer le calendrier. Regardez, la dernière fois qu'on a utilisé le 49.3, c'était dans le quinquennat précédent, vous vous en souvenez, celui de François Hollande, au moment de la loi El Khomri. Pourquoi l'exécutif de l'époque avait utilisé le 49.3 ? Il avait peur de sa majorité. Eh bien, vous avez tout compris. Le 49.3 sert à ça, à mettre une majorité au pied du mur, mais pas à faire taire l'opposition. Alors, de quoi M. Macron a peur? Parce que là, il y a un vrai sujet. Depuis le début de l'année, vous avez une quinzaine de parlementaires de La République En Marche qui ont quitté le parti La République En Marche. Alors, est-ce que le gouvernement a besoin d'un 49.3 pour ne pas donner à voir au grand public par un vote à l'Assemblée le caractère tout à fait en cours? Mais évidemment, ce groupe est en cours de dislocation. Moi, c'est une de mes thèses. Et ils ont besoin du 49.3 pour pouvoir effectivement peut-être le masquer. J'en termine pour vous dire qu'en faisant ce que nous faisons à l'Assemblée nationale, Gérard Leclerc, nous avons importé à l'Assemblée un mot d'ordre qui est majoritaire dans le pays. Moi, j'ignore pas le fait qu'à l'Assemblée, je suis l'opposition et en minorité, mais vous avez vu comme moi les enquêtes d'opinion sur le sujet des retraites dans le pays. La majorité souhaite le retrait de ce projet de loi. Pourquoi? Parce que ce projet de loi est contraire aux engagements présidentiels de M. Macron. Il n'a même pas de mandat pour faire ça. Il nous avait dit je vous fais une réforme universelle. Même le Conseil d'État dit il n'y en a pas. Il nous avait dit je fais 1 euro cotisé offrira les mêmes droits. Ce n'est pas le cas. Il avait dit 1 000 € minimum pour les agriculteurs. Ce n'est pas le cas. Et enfin et surtout, il avait dit nous ne toucherons ni à l'âge de départ ni au niveau des pensions. Or ce projet de loi en réalité, une fois qu'on a retiré les éléments de langage, ne fait que ça. Allez, 2 dernières questions. Je vous demande des réponses rapides parce qu'on a vraiment très peu de temps. Sur les municipales, mais attendez, Gérard Leclerc, juste excusez-moi, finir d'un mot parce que je ne vais pas me contenter d'être dans l'opposition principielle. Avec la France Insoumise, nous portons un contre-projet. Je vous le résume en 30 secondes. C'est 60 ans le départ à la retraite. Personne sous le SMIC pour une carrière complète et personne sous le seuil de pauvreté. Et on le finance simplement en récupérant 2 points de PIB de plus consacrés aux retraites d'ici à 2040. Franchement, ce n'est rien compte tenu de la richesse que produisent les Français. Ils produisent déjà bien assez de richesse pour financer un bon système de retraite. Très brièvement, 2 questions. Les municipales, on a l'impression que vous faites l'impasse, que vous n'êtes pas, il y a quasiment pas de liste, très peu de listes. Une stratégie qui est à première illisible, parce que vous êtes allié des fois avec les Verts, d'autres avec le... Qu'est-ce que vous faites? Ça vous intéresse pas les municipales? Bon, je viens de dire que vous étiez un observateur de la vie politique aguerri, mais là, pour le coup, vous me décevez. Vous n'avez pas regardé d'assez près ce que l'on faisait. Il n'y a pas beaucoup de têtes de liste. Alors, je vous lis tout de suite. Insoumis. La France Insoumise, depuis 2016 qu'elle existe,
théorise la nécessité de l'implication citoyenne, l'implication du grand nombre dans la vie politique. Les municipales, c'est important. Justement, et donc pour les municipales, nous avons fait un choix. Le choix est de ne pas planter le drapeau ostensiblement partout. En revanche, donc il n'y a pas de liste de la France Insoumise en tant que telle. Vous êtes les seuls à faire ça. Par contre, la France Insoumise est engagée dans quelques 550 communes, dans des listes, à travers effectivement des dispositifs de listes citoyennes, ou parfois, c'est vrai, je vous l'accorde, des dispositifs qui ressemblent plus à des listes d'union de partis traditionnels. Mais en tout cas, nous favorisons des démarches avec effectivement certains marqueurs. Nous sommes souvent engagés dans les listes du référendum d'initiative citoyenne locale, des chartes éthiques pour les élus, des listes qui engagent dans les villes l'écologie populaire. Bref, donc, il y aura, vous le verrez. Présent, mais d'une autre façon. Exactement. Et puis, Roman Polanski, il y a ce soir les Césars, il renonce à aller à la cérémonie. Et il dit des activistes féministes me menacent de lynchage public. C'est un tribunal d'opinion autoproclamé, donc à propos de son film J'accuse qui a eu 12 nominations. Vous êtes de quel côté? Avec lui pour défendre la création ou avec les associations féministes qui veulent le chahuter? Je ne suis pas sûr que le choix se résume avec les deux côtés de la barricade que vous venez de proposer. Moi, il ne m'appartient pas comme responsable politique de traiter du cas particulier de Roman Polanski. En revanche, à travers son cas, on observe une chose qui est absolument certaine, c'est que les temps ont changé, Gérard Leclerc. Il y a encore quelques années, il y avait une espèce d'omerta, une loi du silence, et maintenant on voit bien que la parole des femmes s'est libérée, et notamment dans certains milieux où... Ça doit jusqu'à une forme de attendez, censure. non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais en attendant, on peut se satisfaire, d'abord et avant tout, que la parole des femmes se soit libérée, notamment dans certains milieux où il y avait une loi du silence, et notamment le milieu du cinéma, vous le savez. Après, le cas de Roman Polanski est un cas particulier. Effectivement, moi, je suis plutôt pour la justice que le tribunal populaire, et le fait qu'on puisse effectivement apprécier un objet culturel sans en faire effectivement du coup un symbole en l'occurrence. Mais je comprends l'émotion suscitée aussi par le fait que quelqu'un qui a été effectivement accusé de viol, eh bien, puisse être mis en avant. Pour autant, voilà, il faut pouvoir distinguer les choses. Moi, on me fait de très bons commentaires de ce film, et pour vous le dire très personnellement, j'ai même envie de le voir. Merci Adrien Quatennens, vous pouvez le voir, c'est effectivement un très bon film. Merci. Bonne journée, bon week-end.